Bonjour à toutes et tous, et je suis très fière de dire « et tous ». Merci, mesdames et messieurs, d'être présents pour cet événement. Sans plus attendre, Madame la Ministre, je vous laisse venir à mes côtés et dire quelques mots pour introduire cet événement. Merci en tout cas de votre présence, Madame la Ministre. Bonjour à toutes et tous. Madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, chère Véronique, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous cet après-midi pour la projection du film Touchée d'Alexandra Lamy, que je souhaite saluer et surtout remercier pour son engagement pour notre cause. Merci également à Véronique pour l'organisation de cet événement, et je sais que la grande sportive que tu es y tenait beaucoup. Ces 10 derniers jours ont de nouveau permis de parler au grand public des violences faites aux femmes et des violences conjugales en particulier. Avec les associations et toutes celles et ceux engagés sur ce sujet, nous avons pu continuer d'éveiller les consciences sur ce fléau des violences sexistes et sexuelles, et ce n'est jamais de trop. Depuis 2017, nous avons, dans cet hémicycle, à l'Assemblée nationale, voté 5 textes de loi et mis en place de nombreux dispositifs permettant de mieux protéger les victimes de violences conjugales. Notre priorité a d'abord été de nous concentrer sur le recueil de la parole des victimes, avec notamment l'extension du soutien aux victimes sur la ligne téléphonique 3919, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou encore la formation de plus de 150 000 policiers et gendarmes au recueil de la parole et aux violences intrafamiliales et sexuelles. Nous avons aussi développé des dispositifs pour protéger les femmes, en doublant notamment le nombre de places d'hébergement d'urgence pour atteindre plus de 10 000 places d'hébergement en 2023, en déployant des téléphones grave danger, des bracelets anti-rapprochement. Et enfin, nous sommes aussi attachés à traiter les auteurs. Parce que sans auteurs, vous le savez, il n'y a pas de victimes. Nous avons ouvert 30 centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales partout en France pour un accompagnement psychologique, social et également pour traiter les addictions rencontrées très souvent par ces auteurs. Nous allons maintenant aussi continuer en accompagnant les femmes dans leur départ du domicile et permettre la séparation avec le conjoint. Et pour cela, nous allons déployer le PAC Nouveau Départ et l'aide d'urgence. Parce que nous le savons, et les associations qui sont aujourd'hui présentes le savent très bien, il faut en moyenne 7 allers-retours avant que les femmes puissent quitter le domicile et donc quitter leur bourreau. Nous avons choisi de les aider financièrement et également de les accompagner dans leurs démarches administratives qui sont nécessaires au départ. Mais si nous mettons en lumière les victimes, la façon de les protéger et la manière de sanctionner les auteurs, nous parlons moins de la manière dont elles peuvent se reconstruire de l'après-violence. Car oui, c'est possible. Nous avons bien conscience désormais qu'il s'agit bien de situations extrêmement difficiles qui conduisent à des traumatismes durables avec des impacts considérables sur la vie des femmes. Le parcours de soins peut alors prendre diverses formes. Ils peuvent, par exemple, passer par un accompagnement dans un centre régional de psychotraumatisme. Les CRP sont une plus-value à notre système de soins, prêt à assurer une prise en charge adaptée à toute victime de violence. Ils ont vocation à accueillir toutes les victimes d'un stress post-traumatique, adultes comme enfants, résultant d'une guerre, d'un parcours migratoire, de catastrophes naturelles ou d'attentats. Mais la réalité, c'est que les plus concernées sont les femmes d'abord, dont plus de la majorité sont victimes de violences sexuelles et psychologiques. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, où je me suis rendue il y a maintenant une quinzaine de jours, le centre a déjà accompagné près de 400 personnes, dont 73% étaient des femmes. Plus de la moitié d'entre elles avaient moins de 35 ans et victimes pour la plupart de violences sexuelles et conjugales. Il existe aussi des maisons des femmes qui, parmi leur action très large, accueillant également les victimes pour les aider dans leur reconstruction grâce à un parcours de santé dédié. En 2016, la première maison des femmes à Saint-Denis, créée par Rada Hatem, qui doit être là ce soir mais que je ne vois pas encore, a ouvert la voie à de profonds changements et une prise de conscience majeure du milieu médical. J'aurais plaisir de la revoir, nous nous voyons souvent avec Rada. Chacune de ces structures font un travail formidable au quotidien pour prendre en charge, accompagner, aider de nombreuses femmes victimes de violences.
L'une des solutions proposées aussi, c'est celle que vous mettez aujourd'hui en avant lors de cet événement dans le film Le Sport. Le sport n'est pas un simple loisir, vecteur d'émancipation, d'inclusion et également de socialisation. Il est aussi, pour de nombreuses situations, un outil précieux du protocole de santé. Il permet de se reconstruire, de se retrouver soi-même, de recréer un rapport de confiance avec les autres. Pour les femmes victimes de violences, il peut être une véritable bouffée d'air et un exutoire qui sauve des vies. Il aide à se réapproprier son corps après les violences et à surmonter les épreuves douloureuses d'une vie. L'association Fight for Dignity, qui je le sais est dans la salle, madame, fait partie de ces acteurs précieux accompagnés par mon ministère. Elle propose des ateliers de karaté thérapeutique, notamment dans les maisons des femmes. Une étude réalisée d'ailleurs entre 2020 et 2022 par l'Université de Strasbourg, que nous avons cofinancée, a par exemple démontré que la pratique du karaté adapté apporte une plus-value significative. L'anxiété est significativement baissée chez les femmes pratiquantes et l'intensité de l'état de stress post-traumatique est réduite grâce justement à l'apaisement de symptômes psychiques et psychocorporels. Mais surtout, cela leur a redonné confiance en elles. Elles ont aussi pu découvrir une solidarité entre victimes, expérimenter le dépassement de soi et recréer un amour-propre, indispensable pour avancer dans la vie. Il faut donc que nous menions un travail de structuration de l'ensemble des actions existantes en lien avec le ministère des Sports, le ministère de la Santé et également mon ministère, afin que tous les territoires aient accès à ce type de parcours de reconstruction par le sport. Évidemment, cette reconstruction peut aussi passer par d'autres outils, tels que la danse, l'écriture ou encore le théâtre. La pièce de théâtre vivante, diffusée au sein de cette assemblée la semaine dernière, et à laquelle des victimes ont participé à l'écriture, a su montrer combien le théâtre les ont aidés dans leur parcours de reconstruction. Toutes ces femmes nous ont envoyé un message d'espoir. Il est possible de se reconstruire après les violences et de bien des manières. Cela doit nous inspirer et cela nous oblige à agir pour permettre à toutes les victimes d'avoir les mêmes chances de s'en sortir. Ce film aura, j'en suis certaine, la vertu de toucher le plus grand nombre de nos concitoyens. Notre société évolue et c'est bien heureux. Et les Français sont de plus en plus conscients des enjeux qui entourent les femmes victimes de violences. À nous d'accompagner cet élan. Nous avons la lourde responsabilité de sauver des vies. Merci à tous. Merci, Madame la Ministre. Bien maintenant, peut-être que je vais appeler Alexandra Lamy en tant que réalisatrice, si vous voulez bien nous présenter à la fois votre film, votre projet. Voilà, je vous invite à dire quelques mots. Alors, j'ai écrit un petit texte, parce que j'ai plus de mémoire. Pardon, excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour nous donner l'opportunité d'échanger avec vous, mesdames et messieurs les députés, madame la ministre, afin de faire évoluer la loi en matière d'égalité femmes et hommes, pour lutter contre les discriminations, contre les violences faites aux femmes et aux enfants, contre toute forme de violence qui anéantissent tout au long de leur vie toutes ces victimes. La violence n'appartient à aucune classe sociale, à aucun milieu particulier. Elle montre que le phénomène atteint des femmes de tous les milieux, dans la vie privée, dans les espaces publics comme au travail. Je vous remercie, Madame Véronique Rioton, présidente de la délégation aux droits des femmes, de nous donner la parole. Ces violences détruisent des vies et il est très difficile de se reconstruire. Grâce à de nombreuses associations, nous essayons d'aider à la reconstruction, à l'écoute, que ces personnes ne se sentent plus seules, mais soutenues par nous toutes et tous. Ces associations font un travail formidable, mais elles ne peuvent pas être seules et elles ont besoin concrètement de vous. Petit message personnel, je trouve intolérable la prescription de ces violences et de ces meurtres. Encore une fois, ce sont les victimes qui ne se sentent pas protégées et encore une fois, ce sont les agresseurs qui sont épargnés. Pensez à vos mères, à vos femmes, à vos filles. N'oublions pas que nous sommes tous concernés parce qu'il s'agit de crimes contre l'humanité. Les violences subies par les femmes constituent l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde. Ces violences peuvent prendre différentes formes. Les coups, les violences psychologiques, viol conjugal, féminicide, harcèlement ou agression sexuelle,
viol, harcèlement dans la rue, cyberharcèlement, mariage précoce et forcé, mutilation génitale féminine, trafic d'êtres humains, esclavage, exploitation sexuelle. Ces violences constituent l'inégalité homme-femme, ce pourquoi nous devons lutter. 96 000 viols par an, soit 1 toutes les 6 minutes. 160 000 enfants victimes d'inceste chaque année selon la Civise. Un enfant violé toutes les 3 minutes en France. 240 000 femmes victimes de violences conjugales en 2022. Ces viols sont principalement commis par des proches et dans leur immense majorité ne sont pas déclarés à la police par peur de représailles, par peur de ne pas être considérés, de ne pas être écoutés, de ne pas être soutenus, parce que c'est un long chemin qui les attend. Sachant qu'en France, à peine 1% d'affaires de viol aboutissent à une condamnation en cour d'assises, ce crime reste très peu puni en France. Peu de victimes portent plainte et la majorité des affaires ouvertes sont ensuite classées. Toucher, le film que nous vous présentons aujourd'hui est un film très important pour moi. Et je tiens à remercier de la présence de mes comédiennes, Mélanie Douté, Vanessa F. Secaldi, Chloé Joannet qui va nous rejoindre, ainsi que toutes les comédiennes et comédiens qui ont travaillé sur ce film. Un grand merci à Olivier Servard, tu nous as été d'une aide précieuse. Philippe Boueffard, producteur de films, m'a proposé de lire la BD de Quentin Zution. Quand je lui ai demandé quel rôle il me proposait, il m'a répondu que ce n'était pas pour jouer, mais pour le réaliser. J'ai reçu la BD, je l'ai lue, et je me suis dit, si je dois faire un premier film, ce sera celui-là. Un premier film, c'est important. On doit y mettre tout ce qui nous vient de là, de notre ventre, de notre cœur, de notre corps. Et c'est le sujet du film. Ce film, comme vous allez le voir, nous fait comprendre combien il est difficile de se reconstruire, mais pas impossible. Je voulais parler de la reconstruction, bien sûr, mais aussi remercier toutes ces associations qui travaillent dans l'ombre et qui, encore une fois, font un travail formidable. Nous parlons ici du corps, parce que c'est le corps qui est touché en premier par ces violences. Je laisserai donc Rada Hatem, qui n'est pas encore là. Ah, elle est arrivée, Rada. Laurence Fischer, fondatrice de Fight for Dignity, et Olivier Servard, maître d'âme d'escrime thérapeutique. Vous parlez de cette reconstruction par le sport. Un film ne change pas les choses, mais il permet de gagner du temps. Il est plus facile d'échanger, de pouvoir dire « je me retrouve dans tel ou tel personnage » ou « si cette situation me parle ». C'est pourquoi avec ce film, nous le montrons régulièrement dans les associations, mais aussi dans les lycées pour faire de la prévention. Nous partons d'ailleurs pendant une semaine faire une tournée de prévention dans les lycées en Occitanie. Merci Karim. Et entre parenthèses, c'est toujours très étonnant de voir que les questions, les réactions des élèves sont partout les mêmes. Comme quoi la violence n'épargne personne. Je ne vais pas faire trop long puisque nous avons encore, après la projection, le temps d'en parler. Et je vous remercie. Bon film. Merci. Madame la ministre, chère Bérangère, mesdames et messieurs les parlementaires, honorés de votre présence, chers collègues, c'est toujours un moment important quand vous arrivez à mobiliser un peu de temps. Donc vraiment, merci d'être parmi nous. Chère Alexandra Lamy, mesdames et messieurs, merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui pour cet événement organisé par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes autour du parcours d'émancipation des victimes combattantes après des violences, le sport pour se reconstruire. Je voudrais remercier vraiment tout particulièrement votre équipe qui a permis de réaliser ce film que nous allons projeter dans quelques minutes. Chère Alexandra Lamy, vous-même et l'ensemble des actrices et puis acteurs qui sont présents ce soir, sans trop en dire, vous permettrez de décrire avec justesse, de rendre accessible pour le grand public la complexité du chemin rarement linéaire par lequel les victimes passent pour sortir des violences. Grâce à votre film, vous rendez lisible la résilience des victimes, ainsi qu'une étape souvent peu abordée dans ces questions-là, pourtant essentielle, celle de la reconstruction. Depuis 2017, notre majorité s'est engagée sans relâche, Madame la Ministre, pour améliorer la protection et l'accompagnement des victimes, ainsi que la lutte contre la récidive des auteurs. J'aime rappeler qu'il faut en moyenne 7 allers-retours pour qu'une victime se sépare définitivement d'un conjoint violent. Cela montre à quel point il est nécessaire de continuer nos efforts et pour accompagner les victimes. Violence conjugale, inceste, viol, on retrouve souvent les mêmes mécanismes chez les auteurs de violences. La dévalorisation de la victime, le renversement de la culpabilité et l'isolement. Votre film et les remarquables performances
des actrices Mélanie Doutet, Chloé Jouanet qui nous rejoint, je crois, et Vanessa F. Ceccaldi. Merci pour votre présence. Vous illustrez très bien la complexité de l'emprise ainsi que la difficulté pour les victimes de sortir du cycle des violences. Il permet aussi de voir très clairement les multiples conséquences qu'elles peuvent avoir sur le quotidien des victimes dans leur vie familiale, amoureuse, professionnelle, sexuelle. Ces violences ont des conséquences très concrètes pour les victimes, même lorsqu'elles s'arrêtent. Le stress post-traumatique, la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil, les cauchemars, la perte de confiance en soi, la perte de confiance en son corps, l'automutilation, l'hypervigilance. Vous rendez hommage également au formidable travail des associations qui accompagnent les victimes et qui sont nombreuses ici ce soir. Je voudrais sincèrement vous remercier pour tout le travail d'accompagnement que vous faites auprès des victimes. Merci également à Rada qui est parmi nous. Merci Rada de votre présence. Laurence Fischer, merci. Et Olivier Serroir qui nous montre que le sport peut être une ressource réelle pour aider à se reconstruire. En tant que sportive, vous l'avez dit, Madame la Ministre, peut témoigner que le sport permet évidemment de se défouler, de se reconnecter à son corps, d'en reprendre conscience même, mais aussi de prendre confiance en lui-même. Le sport peut donner une capacité d'agir, donc empowerment, en tout cas pour moi c'est important. Je vous en parlerai peut-être un peu à l'issue, mais au sein de la délégation aux droits des femmes, je mène actuellement en tant que rapporteur une mission sur le lien entre femmes et sport et l'accessibilité finalement de la pratique sportive pour les femmes qui devrait se terminer au printemps et qui donnera certainement lieu à des recommandations. En tout cas, ce film est un réel message d'espoir qui nous permet de nous immerger bien dans le parcours des survivantes et puis je dirais des combattantes. Je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite un bon visionnage de ce film. Et dans le temps de table ronde que nous aurons ensuite, nous aurons 2 temps et vous aurez une large part, évidemment, de temps de questions-réponses. Voilà, bon visionnage. On est parti pour 1h30. À tout de suite. Bouleversant. Voilà. Ouais, si j'ai un mot à dire, cher Olivier, pour moi, c'est bouleversant. Voilà. Je vous invite à me rejoindre. Alors, on a un dispositif qui est c'est pas très chaleureux. On va tenter de rendre nos échanges les plus chaleureux qu'ils soient, mais donc je vous invite à me rejoindre à la tribune. Alexandra Lamy, Rada Atem, Rada, bienvenue. Je ne vous ai pas encore vu. Mélanie Doutet, Chloé qui nous a rejoint, Chloé Jouanet. On a aussi Laurence Fischer qui nous rejoint, Olivier Servar et Vanessa F. Ceccaldi. Voilà. Et ben, vous propose maintenant de démarrer un temps de rencontre. Alors ça fait un peu officiel quand on s'installe là, mais vous allez voir, je pense qu'ils seront très chaleureux dans la salle. Merci infiniment pour ce moment qu'on a passé ensemble. Tout d'abord, démarrer avec vous, Alexandra Lamy. Vous êtes réalisatrice de ce film. Peut-être pour démarrer à la fois la genèse, mais vous avez choisi finalement de traiter la question du sport, en tout cas l'angle du sport, la question de la reconstruction. Qu'est-ce qui a motivé ces éléments? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cet angle-là? Et si vous voulez utiliser ici, en fait, on appuie là. D'accord. Merci. En fait, les choses sont assez étranges, on a dit, parce que je suis engagée et un jour, comme je disais tout à l'heure, le producteur Philippe Boueffard qui m'a appelé pour me dire voilà, j'ai lu une BD qui s'appelle de Quentin Zution, qui s'appelle Touché. J'aimerais que tu la lises. Alors évidemment, en tant qu'actrice, je lui ai demandé tout de suite pour quel rôle. Et il m'a dit non, c'est pas du tout pour jouer dedans, mais effectivement pour le réaliser. Et j'ai lu la BD et j'ai été évidemment bouleversée. D'ailleurs, le titre va très bien, Touché. Et puis, c'était une rencontre aussi, effectivement, avec le sport, parce que moi, j'avais envie de travailler, évidemment, de traiter ce sujet-là, mais j'avais envie de faire quelque chose sur la reconstruction, parce que c'était important aussi de se dire qu'on est victime et on peut se reconstruire, c'est possible.
Et par le prisme du sport, j'ai trouvé que c'était, surtout l'escrime thérapeutique, que j'ai vraiment découvert, pour le coup, dans la BD. Je me suis dit, mais c'est vrai que c'est une façon de se reconstruire avec le sport. Alors je pense qu'il y en a qui en parleront certainement mieux que moi. Mais je me suis dit, c'est très intéressant. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, pour un premier film, on a toujours envie de sortir des choses qui nous touchent, qui sont dans le ventre et donc du coup dans le corps. Et je me suis dit, voilà, pour un premier film, ça sera celui-là. Et puis je suis allée rencontrer, déjà on se connaissait un petit peu avec Rada, qui m'a évidemment conseillé. Puis surtout, j'ai parlé avec Olivier, qui a été vraiment, merci Olivier, parce qu'il a été d'une aide précieuse, puisque c'est une vraie association, en fait tu nous en parleras mieux. Et puis effectivement, j'ai découvert ce monde de reconstruction par le sport. Et c'était quelque chose, alors parfois on parle souvent de théâtre ou de chant, etc., où je pouvais voir des choses, mais avec le sport, c'est vrai que c'était pas quelque chose que j'avais vu tout de suite. Et puis effectivement par l'escrime surtout, alors évidemment Laurence, vous nous parlerez aussi, mais par l'escrime, je ne vais pas raconter tout ce que vous avez vu dans le film parce que ça serait répéter tout ce qu'on a ressenti, mais effectivement quand on parle de cette énergie meurtrière, et puis comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les violences, finalement c'est le corps qui est touché en premier. Et puis le cerveau a parfois la faculté extraordinaire de pouvoir effacer des choses, mais lui, le corps n'oublie pas. C'est pour ça qu'on parle de choc traumatique, de corps, et que parfois ça peut survenir comme ça quelques années plus tard, parce que par un geste, par quelque chose, où d'un coup le corps sort des choses. Et donc c'est important effectivement de travailler dans la tête, mais c'est surtout important de travailler dans le corps, parce que le corps parle et qu'il faut aussi le soigner. C'est deux choses très différentes, le cerveau et le corps, mais c'est des choses aussi qu'il faut soigner. Et donc à travers Olivier, j'ai découvert effectivement tout ce qu'il nous a appris sur l'énergie meurtrière, sur, comme on l'a vu, toucher, se faire toucher, recevoir, avoir ce masque et ce casque qui permet de ne pas voir l'autre personne, donc d'imaginer qui on veut, d'avoir cette protection aussi, c'est-à-dire de se dire qu'on peut toucher l'autre sans lui faire de mal, qu'on peut recevoir des coups sans faire de mal. Et puis effectivement, avec, comme vous voyez, avec Eva qui est jouée par Andrea Bescon, qui est à côté, qui évidemment, parce que c'est le sport, c'est de l'escrime thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a le sport et on est aussi accompagné avec quelqu'un pour vous recevoir, pour vous écouter, pour vous soutenir, pour voir comment vous réagissez dans certaines circonstances. Donc voilà comment les choses se sont faites. Et puis je vais peut-être laisser la parole à Olivier, parce que ça a été une vraie rencontre extraordinaire, la façon dont j'ai découvert ce sport thérapeutique. Allez, la balle est passée, Olivier. La balle est passée. Oui, elle a parce qu'il en parlera beaucoup mieux que moi, évidemment. Non, t'en as super bien dire, parlé. Olivier, que vous êtes à la fois acteur et que vous êtes également maître d'armes dans la vraie vie. Donc, oui. voilà. Ouais, dans la vraie vie, je suis maître d'armes, je ne suis pas du tout acteur. Alors, juste pour faire une petite parenthèse, parce que c'est vrai que ça a été un peu un sujet dans le film, tous les producteurs, même la chaîne nous disaient, mais enfin, il faut prendre un vrai acteur, on ne va pas avoir un maître d'armes pour jouer. Mais en fait, je me suis dit, non, mais c'est difficile pour un acteur de pouvoir jouer effectivement ton personnage. Et puis en plus, parce que tu étais avec nous et dans une aide précieuse. Et en fait, effectivement, on avait l'impression d'ailleurs de vivre vraiment, puisqu'on a tourné pendant une semaine toutes ces scènes-là, de vivre effectivement tous. Ça a été très fort pour nous toutes de ressentir effectivement cet escrime thérapeutique, ce sport thérapeutique, parce qu'on s'est senties toutes touchées par ça. Et effectivement, on ne pouvait qu'être accompagné d'Olivier, qui est d'ailleurs devenu un super acteur depuis. Son agenda est complètement pris. Donc oui, j'ai créé cette méthodologie d'escrime thérapeutique en 2011. Donc ça fait 13 ans que j'anime des ateliers. Voilà. Donc c'est une méthodologie qui est axée sur la mémoire corporelle. Donc on va rechercher de la reconnexion corporelle, de la réappropriation corporelle. Donc, comme elle a dit, le corps n'oublie pas, c'est le corps qui a été impacté en premier. Donc on va travailler là-dessus, on va travailler sur l'inconscient. Donc on se sert de l'escrime, qui est un sport de combat, un sport d'attaque, un sport de défense. Et donc on va fatiguer la personne pour que toutes ces barrières de protection, d'hyperprotection tombent, et pour qu'on arrive à se connecter, on peut dire, à la matrice profonde de la personne, quoi. Et donc toutes les réactions qu'elle va avoir, ce sont ses vraies réactions. C'est-à-dire que je suis thérapeute, mais vous pouvez aller chez le thérapeute, comme on dit en sport, vous pouvez l'enfumer comme vous voulez, quoi. Nous, en sport, on ne peut pas nous mentir, quoi. Dès qu'on met en place des situations, toutes les situations que vous avez, si la situation elle est juste, elle est appropriée, on peut l'amplifier.
Si par contre la réaction, elle n'est pas appropriée à la réaction, bon, on fait une sorte de désencodage et on fait un réencodage, quoi. Donc c'est un peu ça le but, quoi. Et comme dans le film, ou avec Mélanie à la fin, bah, c'est que la personne arrive à connecter cette énergie meurtrière. En fin de compte, l'énergie meurtrière, c'est ce qui détruit la personne de l'intérieur, quoi. C'est ce qui lui crée du mal-être ou X chose, quoi. Il faut aller se connecter à cette énergie meurtrière, réussir à l'identifier et l'expulser. Je me rends compte, l'énergie meurtrière, c'est l'agresseur qui vous l'a infligé, quoi, qui l'impacte en vous, donc elle ne vous appartient pas. Donc c'est de ça que les patients et les patientes doivent se libérer. Et ce terme, on ne peut pas parler en même temps. Non. Ah, c'est pas mal. Est-ce que si je réplique, Et ce terme d'énergie meurtrière, c'est toi qui l'as... Ou alors c'est un terme en thérapie qui est assez connu et... Je te refile la parole. Non, non, par rapport au trauma des violences sexuelles, il y a pas mal de psy, de choses comme ça qui disent voilà, que quand l'agresseur vous dépose une énergie meurtrière, des fois même certains parlent de double énergie meurtrière, parce que vous n'avez pas pu vous défendre. Donc c'est ça qu'on emmagasine et c'est ça qui crée tout ce mal-être et qui vous détruit de l'intérieur. Celle qu'on a créée et celle qu'on a reçue. Ouais. Ouais, donc on a une double énergie. Mélanie, vous incarnez Lucie, qui, avec son fils Léo, tente de sortir des griffes de l'emprise de cet ex-conjoint. Remarquablement interprété, on vous voit passer dans des états d'émotion, la peur, la honte, et puis ensuite la force pour dépasser. Comment votre personnage, finalement, s'est un peu émancipé par le sport? Ce métier, on a de la chance de le faire jamais seul. Et là, j'ai été entourée d'une femme que j'admire énormément comme actrice, mais aussi une femme que je connais bien dans ma vie, qui s'appelle Alexandra. Déjà de se sentir aimée par elle. J'ai utilisé un mot qu'on avait beaucoup utilisé aussi, mais je trouve qu'il peut être un très très beau mot, c'est la sororité. Et là, on était vraiment avec Olivier, qui était auprès de nous tout le temps. Mais on était vraiment une équipe de nanas avec Vanessa qui est ici et Chloé qui est là, très loin là-bas, trop loin. Mais on était vraiment très complices et très ensemble et on savait que ce qu'on allait traverser, particulièrement pendant cette semaine d'escrime, où on était vraiment regroupés, que ça allait être une semaine difficile, qu'on appréhendait, qu'on allait toutes traverser des choses intimes, fabriquées, enfin peu importe, le résultat allait que ça allait être une semaine chargée et c'était que des regards bienveillants. Andrea Bescon aussi, qui fait un travail quotidien assez admirable quand même, vous le rappelez aussi. Et donc voilà, donc on était aimantes et aimées. Et c'est déjà un climat de travail qui est très agréable surtout et quand même concentré parce que le but c'était aussi de rendre hommage à ces femmes-là, à ces associations-là, au travail que tu fais, Olivier, au travail que vous faites, Laurence. Enfin, voilà. Et donc, donc voilà, on était des humbles serviteurs du sujet. Je voudrais te dire un tout petit truc, c'est qu'il y a des personnages comme ça qui sont, j'allais pas dire plus difficiles ou moins difficiles à incarner, mais je trouve que le personnage de Mélanie, il y a quelque chose qui était très difficile à jouer, c'est effectivement de sentir, même dans son corps, la peur. Cette angoisse permanente, et ça, tu le sais, hein, je te l'ai déjà dit 1000 fois, mais elle est extraordinaire parce que vraiment, j'ai l'impression, j'avais pas revu le film depuis un petit moment, et je l'ai revu et on sent cette angoisse même dans ton corps, ta façon de marcher, ta façon de regarder en bas. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire de réussir à jouer avec finesse, justement, et dans son corps, et de le sentir vraiment qui perce à l'image et qui est extraordinaire. Mais toutes, hein, de toute façon, toutes mes actrices, hein, Vanessa, mais toutes, elles sont toutes merveilleuses. Peut-être passer la parole à Rada, à Thème. Rada, vous êtes gynécologue, obstétricienne, mais qu'on connaît évidemment bien comme fondatrice de la Maison des Femmes. À la Maison des Femmes, vous avez des thérapeutiques évidemment pluridisciplinaires. Est-ce que vous pouvez nous témoigner vos expériences de reconstruction par le sport? Je crois que vous
faites des interventions aussi de cet ordre-là? Alors, moi, je ne fais rien parce que je suis une quiche en sport, mais j'ai ma copine Laurence. En fait, moi, je vais raconter l'histoire avec Laurence et puis elle vous parlera de comment elle fait. Quand on a ouvert la Maison des Femmes, on était très axé santé, puisque c'est notre métier. Et donc, on avait le soin, le psychotrauma, la réparation sociale, puisque la bonne santé sociale fait partie aussi de la définition de l'ONU. Et puis, je n'avais pas du tout pensé à rajouter des briques comme le sport. On avait imaginé des choses plus douces, peut-être de la danse, du théâtre. Et puis un jour, j'ai rencontré Laurence et elle m'a expliqué ce qu'elle faisait à Panzi. Et elle m'a dit, écoute, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on essaie de faire quelque chose ensemble? Moi, je suis toujours d'accord pour faire des trucs, surtout avec des filles chouettes. Et en fait, c'est venu comme ça. Je connaissais l'escrime thérapeutique. Je trouvais ça super pour tout ce que tu as dit, Alexandra, le côté anonymat, le côté touché, le côté. Mais le travail, ce qui m'a séduit dans le travail que me proposait Laurence, c'est qu'elle travaillait vraiment sur le périnée. Et il y a évidemment toutes les violences conjugales, bien sûr, mais même dans les violences conjugales, il y a les viols conjugaux. Et dans le monde de la santé, nous, on reçoit énormément de femmes qui ont subi des viols, de l'inceste, des agressions sexuelles. Et je trouvais intéressant qu'on aille directement travailler cette région parce que après ce genre de violence, c'est une région qui est parfois extrêmement bloquée. Les femmes ont du vaginisme, elles ne peuvent absolument pas investir leur sexualité. Et vraiment, la proposition de Laurence venait à point. Donc, je te refile le ballon parce que tu vas leur expliquer comment tu bosses. Bien, allez. On vous laisse la parole. Laurence Fischer, vous êtes donc à la fois ancienne ambassadrice du sport au Quai d'Orsay, mais vous êtes également championne du monde de karaté, fondatrice de Fight for Dignity. Et donc peut-être nous expliquer à la fois le protocole que vous utilisez, mais peut-être par rapport aux pratiques qui sont des pratiques sportives, soit loisirs, soit de sport, peut-être la différence avec ce parcours de soins thérapeutiques par le sport. Merci beaucoup, merci aussi de m'avoir invitée parce que j'ai eu la chance de voir aussi le film à sa sortie. Et effectivement, c'est vrai que comme l'a dit Rada, ça a été la rencontre avec le docteur Denis Mukwege à Panzi qui m'a fait prendre conscience des spécificités traumatiques. Souvent on pose la question, on me dit est-ce que j'ai été victime? Je ne l'ai pas été, même si dans le monde du sport, il y a Et merci Roxana Maracineanu d'avoir ouvert la boîte de Pandore parce qu'il y a beaucoup de travail et malheureusement beaucoup de victimes. Donc c'était pour moi de faire le constat dans un cadre holistique et sur ce modèle d'accompagnement global que le corps n'était pas pris en compte dans sa réparation, dans sa reconstruction, après l'opération du docteur, sur un public déjà très jeune aussi. Et donc j'ai compris pourquoi elles étaient là. Donc on est sur des spécificités que Ragada connaît très bien de problématiques gynécologiques, de fistules, de perforations de l'appareil génital. J'en parle mal, mais en tout cas le fait est que je me suis dit comment est-ce que je pourrais, c'est bien un sujet corporel aussi, et faire que ces petits, dans un cadre déjà exceptionnel pour les cas les plus graves d'accompagnement global, de pouvoir les accompagner, sachant que par ailleurs, j'avais aucune notion des spécificités traumatiques. Et donc, ça a démarré là en 2014, et intuitivement et de manière empirique, je me suis dit, et ça y est, c'est vraiment ce qu'on se dit, c'est la confiance en soi et la réappropriation du corps en ayant ces spécificités. Et donc, j'ai formé un enseignant sur la base de mon expertise d'athlète. Oui, le sport était mon quotidien. Et je m'étais dit 2 points, la confiance en soi, la réappropriation. Et 3 ans après avoir formé l'enseignant et en venant régulièrement, les petites, donc on est sur 45 survivantes, il y en a 3 qui me disent, mais en fait, je veux transmettre, qu'en sortant, je veux transmettre à mon tour, parce que je veux pas que ce qui m'est arrivé arrive à ma grand-mère, ma tante et tout.
Et j'ai donc j'ai dit, bon, ben alors là, ça veut dire que c'est vraiment c'est une vraie solution. Et ce que j'ai dit, je l'ai dit à l'époque, c'était Laurence Rossignol, je faisais partie de la campagne Sexisme pas notre genre, avec Sarah Ouramoun d'ailleurs. Donc on était les deux athlètes, qui est une super boxeuse. Enfin bon. Et donc, et là, voilà, il y a eu la rencontre avec Rada. Et ce qui était extraordinaire, c'est que Rada, tout de suite, elle a dit, bon, ben, en même temps, comme je n'avais pas de compétences, et ça a été dit par Madame la Ministre, c'était de lancer une action recherche pour mesurer l'impact et pour avoir plus de données sur le sujet. Et tout ça pour vous dire que donc c'était comment est-ce que je pouvais adapter, et c'est pour ça que je parle d'activité physique adaptée. On ne fait pas du self-défense, mais comment est-ce qu'on adapte une pratique aux symptômes post-traumatiques. Donc effectivement, il y avait les spécificités du périnée, donc des parties génitales. Mais après, moi, je ne sais pas ce qu'ont les patientes, ça fait partie du secret médical. Et par contre, le constat, c'était qu'il y avait des problèmes, pareil, on a de la respiration, des tensions musculaires, des douleurs physiques. Elles sont coupées de leurs sensations. Et partir sur le bassin qui est central et sans savoir pourquoi elles sont là non plus, faire tout un parcours sur la séance à travers le corps et le karaté au milieu de cette séance. Donc c'était très transverse, on fait des techniques de yoga, on fait de la sophro à la fin, on s'appuie sur beaucoup de compétences par ailleurs. Et voilà. Et donc du coup, on est très très attentive parce qu'aujourd'hui on est sur beaucoup de structures maison des femmes. On a 12 enseignantes. Donc pareil sur une méthode, on les forme. On est très attentive au retour des patientes, aussi de ce que peuvent dire le personnel soignant sur leurs sensations, sur la manière dont elles évoluent. Et voilà, et c'est surtout, c'est un mal peut-être aussi culturel, particulièrement en France, de dissocier le corps de son mental et en l'occurrence des problèmes psychocliniques dans le cadre de l'accompagnement pluridisciplinaire. Et de dire, les amis, il serait temps de reconnecter les deux parce qu'on ne peut pas faire sans. Et c'est vrai que de le faire dans ce cadre-là avec l'ensemble de compétences au service des patientes, c'est extrêmement efficace. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, excuse-moi. Quand on parle du corps, moi j'étais la première fois, je me rappelle quand on est allé te voir, Olivier, avec toutes les comédiennes, et c'était très intéressant de voir tout de suite comment le corps de chacune réagissait, parce que chacune a des traumatismes ou pas, ou d'autres, et c'était très, très intéressant de voir tout de suite entre celles qui n'osaient pas avancer, mais pour de vrai, hein, c'était pas du tout un truc qu'elles ont joué. Elles se retrouvaient là. Il y en avait une qui restait complètement fixée au sol. On lui disait, mais vas-y, avance. Et elle se tendait comme ça. On lui disait, mais vas-y, avance le pied. Ah bah oui, avance le pied, bien sûr. Et de voir aussi celles qui, Chloé, elle pourra en parler, entre celles qui sont effectivement comme Chloé, comme Mélanie, beaucoup plus fermées, Vanessa, on sent qu'il y a une espèce d'angoisse, mais qui veut tenir quand même un personnage, le personnage de Chloé, qui au contraire, qui était vraiment le personnage de Tamara, qui arrive, et elle qui a plus une violence en elle, et qui a envie de frapper tout de suite. Et ça, c'était très intéressant de le voir déjà quand elles étaient, j'allais dire, elles, et puis de les voir dans le jeu ensuite, et de voir effectivement que le corps parle, ça se voit tout de suite. Et c'est ce que j'imagine, vous voyez tout de suite, Olivier et Laurence, directement, évidemment, parce que tu as l'expérience de ça, mais direct, c'est incroyable comment on voit comment le corps parle tout de suite et ce qu'il nous donne, quoi, en fait. On se dit, ah oui, d'accord, ok, je vois plus ou moins comment est tout de suite cette personne. C'est assez intéressant, d'ailleurs. Olivier, vous nous avez parlé du processus et des différentes étapes. Est-ce que vous pouvez nous témoigner les résultats que vous obtenez? Qu'est-ce que vous observez de ces femmes qui participent à ce processus thérapeutique? On arrive à observer qu'elles augmentent la confiance en elles. On joue énormément sur la confiance et sur l'estime de soi. C'est-à-dire que c'est des personnes qui arrivent assez fragilisées. Et en fin de compte, nous, notre méthodologie, on a 10 ateliers avec 10 thématiques très précises. Et ces thématiques, on va les décliner, que ce soit en thérapie, en escrime, en échauffement,
il y a un kiné ostéo qui travaille avec nous, donc on est vraiment pluridisciplinaire. On a forcément une équipe mixte, donc nous on va rechercher le bon masculin, le bon féminin. Et ouais, en fin de compte, on fait des échelles visuelles analogiques. Et en fin de compte, on arrive à avoir énormément des progrès dans la confiance en soi, dans l'estime de soi. Et on arrive aussi, on arrive à voir qu'aussi ces personnes-là diminuent tout ce qui est traitement de médicaments, et que toutes les addictions diminuent, quoi. Donc en gros, tout ce qui était anesthésie pour le corps, on arrive à les faire diminuer. Les patientes et les patients arrivent à les diminuer. Est-ce que ce sont des personnes qui vont continuer ensuite le sport? Parce qu'on voit bien que il y a des personnages dans le film qui n'avaient pas accès au sport. Est-ce que ça leur donne envie d'une pratique pour la suite? Alors, généralement, on continue le sport, mais pas l'escrime. Ils vont faire du karaté. Ouais, c'est ça. En fin de compte, le but, c'est pas, parce qu'on a des patients, le but, c'est pas qu'elles aiment l'escrime. D'ailleurs, on a des gens qui n'aiment pas du tout l'escrime. Ils comprennent ce que l'escrime peut leur apporter. Ouais, très intéressant. Mais ouais, ces personnes n'aiment pas du tout l'escrime. Ouais. Donc, par la suite, oui, à partir du moment où il y a une réappropriation, elles arrivent à se reconnecter, à avoir des sensations, des émotions, ouais, elles vont se resservir de leur corps. Merci. Beaucoup plus facilement. Cette table ronde, on l'a imaginée un peu en 2 temps. Avant de redonner la parole à nos intervenants, on a un peu envie de vous entendre, de voir qu'est-ce que chez vous ça a fait émerger. Donc vous proposez peut-être quelques questions dans la salle avant de reprendre nos interventions. Voilà. Est-ce que cette visualisation du film vous donne envie de questionner nos intervenants? Qui veut démarrer? Madame? Alors, ma question, c'était pour surtout la réalisation du film. Est-ce que vous avez échangé avec de vraies victimes pour vraiment coller... Parce que quand on regarde le film, je ne sais pas les autres, mais moi, j'ai vraiment l'impression que les actrices représentent vraiment très très bien les émotions, les sensations, les systèmes de défense des victimes. Et donc, on a vraiment l'impression que de vraies victimes vous ont accompagné durant tout le film pour justement montrer la réalité de la vie de ces femmes, justement. C'est-à-dire que quand on a un sujet comme ça, et on se dit c'est quand même une responsabilité et il faut que je sois au plus près de la vérité. Alors évidemment, avec Rada, on s'est vu beaucoup, on a parlé, puis moi avec mes engagements, j'en ai parlé beaucoup autour de moi. Et puis, c'est pas à moi de le dire évidemment, mais évidemment, comme ça nous touche tous de près, évidemment, parmi certaines comédiennes, il y en a qui ont été... qui ont été victimes, parce qu'on a l'impression que c'est toujours loin de nous, mais en fait, quand j'ai fait le casting, j'avais demandé à plein de... Parce qu'en fait, dans la BD, il y avait vraiment que 3 personnages. Les autres personnages n'existaient pas vraiment. Et moi, je trouvais que c'était important qu'il y ait un groupe, parce que c'était, comme tu parlais tout à l'heure, Mélanie a disparu. Voilà, je vais partir. Quand on parlait de sororité, je me disais, il faut que ce groupe existe et il faut que chacune, quelque part, amène effectivement... j'allais dire un type de victime, c'était pas ça, mais en tout cas qu'on sente que toutes, elles ont vécu quelque chose qu'on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, il fallait qu'elles existent. Et donc, j'avais fait un casting et j'avais demandé à des filles d'improviser et de raconter des histoires. Je vais vous dire qu'il y en avait quelques-unes, il y en avait un bon paquet, même, j'allais dire, et c'était assez... ça fait un peu peur de se dire là-dedans, je pense qu'il y en a beaucoup, aux 3/4, qui étaient la vérité. Et effectivement, on s'est toutes inspirées... travailler tout ensemble. Chloé aussi s'est inspirée parce que aussi autour d'elle, elle connaît aussi des personnes qui ont été... Enfin après, je vais vous laisser aussi la parole, mais c'est vrai qu'effectivement, pour être au plus près, il y a forcément des personnes qui sont touchées, et puis il y en a beaucoup malheureusement autour de nous, donc c'est une vérité. Je peux peut-être, Vanessa peut parler aussi de comment toi tu as travaillé, comment tu as... Bonjour. Est-ce que vous avez reconnu que Vanessa, est-ce que vous avez reconnu quelle actrice? Oui. Oui, c'est vrai que tu es très changeante. Ah ouais. Voilà. donc Vanessa, c'est notre Alix. Voilà, moi je joue Alix. Donc en fait, c'est vrai que si je vous le dis là, c'est que ça va, d'accord.
déjà, je suis comédienne depuis très longtemps, mais il se trouve que je suis aussi une ancienne victime d'inceste et plus tard de violences conjugales. Donc c'est pour ça que je vous dis, si je vous le dis là, c'est que ça va. Je fais des témoignages, je me bats contre la prescription et tout ça. C'est vrai que quand Alexandra en fait m'a parlé de toucher, moi j'étais hyper émue en fait qu'elle pense à moi pour un rôle, parce que j'attache de l'importance en fait à ce que je défends en tant qu'actrice aussi devant l'écran et sur scène. Il me semble que voilà, c'est important d'être engagé, comme tu le disais aussi, hein, quand on fait ce métier. Et par rapport à mon personnage de Alix, pour avoir connu justement des traumatismes, je sais à quel point on peut s'enfermer dans son corps. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé le personnage d'Alix, en m'enfermant dans le corps de ce personnage. J'ai fait rentrer le personnage en moi. Je me suis servie effectivement de certaines choses qui avaient été cassées en moi, mais qui se sont reconstruites, puisque si je vous parle, c'est que j'ai réussi à me reconstruire. Voilà. Mais il y a certaines choses en fait que j'avais vécues et que comment dire, que d'autres victimes, d'autres anciennes victimes me transmettent, qui sont parfois des lieux communs chez une personne qui vit notamment des violences conjugales ou qui subit des viols, où je me suis dit je peux construire Alix avec ça. Donc le fait qu'elle soit enfermée, le fait que j'ai décidé de prendre du poids, c'est moi qui l'ai décidé. J'avais envie de l'enfermer en fait dans son corps. Pour moi, c'était une femme effectivement, mais à l'intérieur d'elle, Alix, c'est encore une petite fille. Donc voilà, je ne sais pas si je résume bien. Et Chloé, comment tu as travaillé? Tu veux parler de ton rôle? C'est moi. Attends, c'est... Je sais pas, ça marche. Bonjour. Non, comment j'ai travaillé mon rôle? J'ai commencé par apprendre mon texte et c'était déjà une première étape importante. Et ensuite, en fait, au début, je sais pas si c'est un peu bizarre de dire ça, mais il y a quand même beaucoup de films qui se font pas. Donc souvent, quand je commence à apprendre mon texte, je me dis peut-être que le film il va pas se faire. Et en fait, il s'est fait. Et j'étais très contente. Et en fait, avec Olivier, on a travaillé en faisant de l'escrime assez tôt dans la préparation du film. Et donc tout de suite, ça m'a donné une couleur pour le personnage. Je pense qu'il y a un peu de moi. Alors, pas forcément dans ce que j'ai vécu. J'ai jamais été victime d'inceste ou autre. Mais bizarrement, la première fois que j'ai travaillé avec Olivier, j'avais pas mal de colère qui venait sûrement d'autres choses. Et ça m'a quand même aidée où j'ai construit ce personnage. En fait, il a commencé un peu à naître dans ma tête au moment où on a travaillé dans le corps. Et donc, les mots, après, ont suivi. Et ensuite, il y avait quand même quelque chose, c'est que j'ai quelqu'un de très proche de moi qui a vécu pratiquement exactement ce qu'a vécu le personnage de Tamara dans le film. Et donc du coup, je l'avais en tête tout le long parce que je savais qu'elle allait le voir et je savais que ça allait être un choc et j'avais envie de le faire pour elle. Et cette personne, elle n'a jamais porté plainte et encore aujourd'hui, elle ne le souhaite pas. Et bizarrement, j'avais un peu un but en faisant ce film de me dire que peut-être ça lui ouvrira les yeux. Je ne sais pas si c'est des sujets compliqués, donc j'ai pas envie de dire des choses qui blessent. Mais je voulais faire ce film en fait pour elle, pour toutes ces jeunes filles, pour toutes ces femmes qui vivent ça. Et j'avais envie que, à travers ce rôle, elle se rende compte que elle a le droit d'aller porter plainte, elle a le droit de tourner le dos à sa famille. Et je crois que c'est ça le plus compliqué. Donc j'ai beaucoup pensé à elle, et je lui en ai beaucoup parlé. Et voilà, et après j'ai été dirigée, et après il y avait plein d'actrices avec moi. Et donc on s'est toutes écoutées les unes les autres, et c'était chouette. Et en fait, même quand on fait des films aussi durs et compliqués, il y a beaucoup de joie qui en sort, de sororité, on va redire ce mot, mais il est quand même très important, d'amour. Et en fait, même si je pense que c'est un des films les plus durs sur le sujet que j'ai fait,
c'était un des films les plus chouettes à faire. Voilà. Merci. Chloé, vous incarnez finalement un personnage jeune. Et j'aimerais, au travers de ce personnage, et finalement un peu votre génération, questionner votre point de vue sur la relation femme-homme. Est-ce que, de votre point de vue, nos jeunes aujourd'hui ont plus de sensibilité aux signaux faibles d'une relation violente, la différence entre l'amour, la haine et par extension, est-ce que la notion de consentement dans le rapport sexuel est un acquis? Je pense que... comment répondre à ça? Non, je dirais que ça dépend de où on a grandi, ça dépend de où on vit, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Donc je pense que c'est pas qu'une question de génération pour répondre à cette question. Je dirais qu'aujourd'hui, l'air de rien, il y a une parole qui s'est libérée. Je vois même, j'ai deux jeunes sœurs qui ont 16 et 12 ans et elles ont conscience de beaucoup plus de choses grâce aux réseaux sociaux qui sont parfois affreux et en même temps qui libèrent une parole. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes s'écoutent plus, sont beaucoup plus entre elles. Et je pense que malheureusement, quand on est une victime, je pense que heureusement aujourd'hui, on est moins seul qu'il y a peut-être quelques années. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont reconnues, c'est-à-dire que par les livres qu'on a aujourd'hui, les séries, les tabous en fait qui sont de moins en moins existants, je pense que tout ça est très important et je le ressens moi sur non seulement ma génération, mais surtout celle qui est en train d'arriver, celles qui aujourd'hui sont adolescentes et il y a des BD aussi super. Alors là, en plus c'est une BD, mais par exemple, je sais que j'avais une copine de ma sœur. De toute façon, ça reste anonyme. Vous connaissez pas ma sœur et encore moins sa copine, donc bon, qui avait subi une opération et des lèvres en bas. Et en fait, quand elle a commencé à avoir une première histoire d'amour, elle était un peu mal à l'aise. Et donc, je parlais souvent avec elle et je lui disais mais c'est pas grave, tu t'en fous, c'est ta sexualité, ton mec, il a intérêt à t'accepter comme t'es et tout ça. Et bon, je le vois pas pendant un moment, on va pas en parler en plus à chaque fois non plus, mais... Et elle m'en reparle il y a pas si longtemps, c'est pour ça que je raconte ça. Et elle me dit, ça y est, j'ai ken. Je fais, ok. Je fais, c'était bien. Elle me fait, c'était super. Et je dis, alors, ton complexe et tout ça. Elle me dit, bah mon père, il m'a acheté une super BD qui s'appelle Vulve, sur toutes les vulves différentes. Et en fait, je me rends compte que, bah, franchement, il y avait ma vulve dans la BD, et du coup, ça m'a grave libérée. Et je me suis dit, bah, trop cool ton père, déjà. Et elle me montre la BD, et je me dis, c'est génial, quoi, c'est un outil top. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, des outils, il y en a plein. Des solutions, il y en a plein. Après, je pense qu'il y a encore... c'est pour ça que je parlais de mon entourage. Je représente, moi, Chloé, 26 ans, qui habite à Paris. Et là où j'habite, j'ai de la chance que la parole soit ouverte. Ce n'est pas le cas partout. Donc, je peux parler que de mon expérience. Et ça change beaucoup. Je ne peux pas, par mon âge... Oui. Mm-hmm. Ah bah j'ai dit, le père est charmé. Ah bah non, mais c'est sûr. Ah non, mais le père est vraiment génial. J'ai trouvé ça génial qu'il lui offre cette BD. Et franchement, je vous invite à l'acheter, elle est super. Pas du tout. Mais pas du tout. Il est bouché. Enfin, rien à voir. Enfin, c'est charmé. Et non, et j'ai trouvé ça génial. Et en fait, elle était... ce qui était marrant, c'est qu'en plus, finalement, ça n'a même pas été un sujet avec son copain. Elle s'est fait une montagne de comment il allait réagir, alors que finalement, il s'en fout. Et je pense que c'est ça aujourd'hui. Je pense que les filles, les jeunes femmes, elles ont, en tout cas, elles ont peut-être un peu moins peur du regard des autres. Et ça démarre là, quoi.
pas toutes. Encore une fois, c'est trop compliqué de parler juste d'une généralité. Merci. Peut-être Rada. On a vu dans le film que le personnage de Mélanie, Lucie, toute la difficulté de prouver des violences. Récemment, vous avez signé un accord avec le parquet de Bobigny pour la conservation des preuves. Comment ça se passe exactement, cette conservation ? Alors, l'accord qu'on a signé avec le parquet concerne surtout les violences sexuelles. Parce que les victimes de violences sexuelles, elles sont encore plus mal à l'aise et plus honteuses et plus coupables que les autres, et elles ne vont pas, ou très très peu, déposer plainte. Et quand on a été agressé sexuellement, notamment violé, et par exemple avoir subi une fellation qui est un viol, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de se nettoyer de fond en comble, de bien se récurer, de jeter ses habits, de se brosser les dents et de mettre un gros oreiller par-dessus tout ça. Parce que c'est trop dur. C'est trop dur d'aller raconter, parce qu'on va être questionné. Alors évidemment avec des policiers qui disent qu'ils font bien leur travail, puisqu'il faut qu'ils interrogent à charge et à décharge, et qu'il faut que ça soit tout à fait très très précis, ce qu'on entend. Et pour autant, il y a des façons plus ou moins bienveillantes et empathiques de le faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc elles n'y vont pas. Et pour un petit peu contrer ça, l'idée, c'est de leur dire n'allez pas au commissariat, venez directement dans un lieu de soins où il y a des gens formés. Et là, vous pouvez raconter votre histoire, bien sûr, et elle sera accueillie comme nous savons faire. Nous vous ferons un certificat, parce que parfois, il y a des choses qui se voient. Un hymen qui vient d'être déchiré, ça peut se voir, ça ne se voit pas toujours, mais quand ça se voit, c'est quand même une très jolie preuve. Et des coups, des bleus. Et puis on peut retrouver plein de preuves, justement, donc du sperme dans le vagin, sur la peau, sur les habits, de l'ADN du violeur, un cheveu. Aujourd'hui, avec les progrès scientifiques de la police, on peut remonter. Et surtout s'il y a un registre des auteurs de violences sexuelles, on peut croiser. Donc c'est extrêmement important. Et le fait qu'elles puissent venir d'abord, et une fois qu'on a fait les prélèvements, elles peuvent prendre une douche, on leur donne des habits propres, elles peuvent se brosser les dents, elles peuvent manger, toutes choses qu'il ne faut pas faire quand on vient de subir une agression, eh bien ça leur permet de décider si elles ont envie de déposer plainte ou pas, maintenant ou pas. Si elles veulent déposer plainte, on appelle un policier. Si elles ne veulent pas, on congèle tout. Le procureur nous a autorisé à le faire, ce qui fait qu'un avocat ne peut pas venir en disant non mais ces gens-là font n'importe quoi, c'est pas des vraies preuves, ils ont trafiqué. Voilà, quand les flics viennent, ils mettent des scellés, ils emmènent les preuves. Et on a vu des femmes revenir 6 mois après, 1 an après, avec une réquisition, et la police qui disait madame a déposé plainte, je viens chercher les preuves. Et ça pour nous c'est extrêmement agréable, c'est peut-être pas le mot adapté, mais ça nous fait plaisir. On se dit que on a vraiment eu à cœur d'apporter une réponse qui conviendrait aux victimes. Et ça, c'est super. Et puis ce qu'on fait aussi, qui n'est pas fait dans une unité médico-judiciaire standard, c'est que ces femmes-là, elles vont aller dans le parcours ensuite violence. Elles vont pouvoir avoir une prise en charge de leur trauma. Elles vont aller faire du karaté thérapeutique avec Laurence. Et on l'espère, elles vont aller beaucoup mieux. Et sur ce sujet des viols et des progrès qu'on a fait et de tout ce qu'on a mal fait, je vous encourage à lire le livre Sambre ou à voir la série. C'est une petite série qui a 6 épisodes et c'est l'histoire d'un violeur en série qui a sévi en France pendant 40 ans et qui a violé au moins 80 femmes. Et c'est très intéressant de voir comment on accueillait les victimes dans les années 80. On prenait même pas la plainte, on gribouillait sur un papier, on mettait les prélèvements de sperme dans le frigo avec le pâté, et puis après on se dit oh merde, ce n'est plus exploitable. Enfin, c'est hallucinant parce que tout est vrai. Et ça fait mesurer le chemin parcouru. Et puis je vais garder le micro 2 secondes parce que j'aime beaucoup, je lui dis à chaque fois, le rôle de Chloé dans le film et la manière dont elle l'incarne. Parce que, et ça c'est Alexandra qui l'a voulu, je pense, on met le doigt sur une problématique extrêmement difficile, qui est l'inceste par frère. C'est des choses qui font exploser les familles. Les mamans, on le voit, superbement jouer. Je choisis qui, mon fils, ma fille. Malheureusement, souvent, on choisit le fils. Et ça, Chloé, tu incarnes divinement bien
ce rejet, cette rage que tu as. Comment est-ce que ma mère n'entend pas ma souffrance et comment elle passe son temps à protéger mon frère? C'est insoutenable. Je pense que pour les parents, c'est insoutenable. Et j'espère que la Civis va pouvoir permettre de faire bouger tout ça. Parce que c'est d'une tellement grande violence. Et que l'inceste, nous, les médecins, on le voit, on le retrouve très, très souvent associé à d'autres violences. C'est vraiment la mère de toutes les violences. Et vraiment, chapeau bas, parce que ton interprétation est fabuleuse. Alexandra, en rebond à ce film, vous avez envie d'en faire un support pédagogique et pour aller sensibiliser finalement les plus jeunes aux violences. Comment vous allez mettre ça en œuvre? On en avait parlé avec Rada, moi quand j'ai fait ce film-là, et j'ai un super producteur pour ça, et d'ailleurs même TF1, je les en remercie parce qu'ils nous ont laissé vraiment libres avec ce film-là. Parce qu'on s'est rendu compte, alors évidemment, les films ne vont rien changer, mais par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet de gagner du temps et d'échanger très rapidement après ce film. C'est-à-dire que c'est plus facile après un film comme ça, nous on le voit dans les lycées, dans les associations, enfin tu l'as vu toi aussi, que quelqu'un, quand il commence à parler d'un personnage, on se dit « Ah, tiens, peut-être que… » Ou quand elle pose des questions, etc. Ou carrément, elle va dire « Ben voilà, moi je vis ce personnage. » Moi j'ai eu des endroits comme ça où on me dit ben, « Voilà, moi je suis Lucie. » Et ça permet derrière aussi de pouvoir vraiment échanger. Et donc je me suis dit, il faut absolument, c'est pour ça, voilà, je ne sais pas s'il y a des associations, etc. Mais n'hésitez pas à venir me voir. Et vraiment, ce film, il est fait pour ça. Alors, en revanche, il faut faire très attention parce que ce film, si vous le montrez dans des associations avec des victimes ou même de la prévention dans les lycées, il faut que vous soyez accompagné de quelqu'un qui sache répondre. Mais ça, c'est primordial. Parce que au début, moi, j'ai voulu y aller toute seule en me disant, bah, tiens, super. Et honnêtement, heureusement que j'avais quelqu'un avec moi parce que on est très surpris des questions qu'on peut vous poser et c'est terrible quand d'un coup on est juste la réalisatrice qui montre un film et qui est incapable de répondre parce qu'en vrai je ne sais pas et il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc je dis toujours à toutes celles ou toutes ceux qui veulent ce film, vraiment soyez accompagnés de quelqu'un qui sache répondre et surtout dans les lycées. Et les lycées c'est incroyable parce que honnêtement, et alors là on voit bien que la violence n'appartient pas forcément à une classe sociale parce que honnêtement toutes les questions qu'on a sont les mêmes partout, dans n'importe quel lycée. Donc ça veut dire que c'est effectivement la violence, elle est partout, qu'il y a des questions, ça c'est extraordinaire quand on est accompagné de quelqu'un qui pose des questions de qu'est-ce que c'est un viol, qu'est-ce que c'est une agression sexuelle, qu'est-ce que c'est, et de se rendre compte qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas répondre ou qui se trompent, et d'avoir quelqu'un justement qui puisse vraiment les accompagner. Et puis, effectivement, quand on va dans les lycées comme ça permet aussi à des professeurs, ça permet parfois même à l'infirmière ou à l'assistante sociale, quand parfois il y en a qui sont dans les lycées, en fait, qui font du social, qui permettent aussi très rapidement de voir quelle personne est touchée, parce que nous, on a vu des choses, des jeunes filles qui sortent, puis qui reviennent, et puis qui viennent parler, et puis… c'est assez incroyable. Mais ça permet comme ça, et puis même pour ceux qui, d'un coup, quand on parle comme ça avec des classes, eh ben, c'est assez intéressant, même les échanges entre eux, ou des choses qu'ils ne voyaient pas. Donc c'est pour ça que là, on part avec Karim, qui nous a organisé cette petite tournée en Occitanie, donc, puisque le film a été tourné là-bas, et d'aller surtout dans les lycées, effectivement, d'aller faire de la prévention partout, parce que je pense que c'est des supports qui sont importants et qui permettent d'avoir un vrai échange. Alors je ne sais pas si l'air de rien, vous avez vu qu'elle vous a renvoyé la balle, hein, parce qu'elle vous a dit, quand vous allez faire diffuser, il va falloir vous faire accompagner. Alors, oui, non, c'est vrai, pour le coup, c'est vraiment important de faire. Ça me permet de saluer mes collègues qui nous ont rejoints, Amélia Lacrafi et Guette Tegna. Merci à vous pour votre présence. Un rebond un peu de la salle, je vois des mains qui se lèvent. Donc, est-ce qu'on peut apporter des micros? Ouais. Madame. Alors moi, à titre personnel, effectivement, je me suis retrouvée dans le personnage de Claudia Tagbo. Mais en fait, je suis pas venue vraiment là pour ça. Je suis venue là pour vous rapporter la voix des personnes en situation de handicap via PA France Handicap, qui a fait
qui a fait un plaidoyer à PF France Handicap sur les femmes en situation de handicap. Et donc, je vais vous rapporter le témoignage de Laetitia, 25 ans, en situation de handicap physique de naissance, qui nous dit « J'ai eu un ex-petit copain qui me disait que les personnes en situation de handicap sont faibles et qu'il fallait toutes les tuer. Tentative de viol et fellation forcée avec 2 hommes dont j'étais proche. Tout ça pour vous dire qu'en fait, 23% des femmes en situation de handicap ont été victimes de violences conjugales, contre 15% pour l'ensemble des femmes, selon une étude IFOP en 2022. Et juste pour vous dire que les femmes en situation de handicap, effectivement, vivent les mêmes violences que les autres femmes, mais que la situation de handicap peut amplifier ces violences ou être à l'origine d'actes spécifiques de violence, que la dépendance physique, économique, financière augmente le risque pour certaines femmes en situation de handicap de subir des violences, et notamment de la part du partenaire intime, et que certaines situations de dépendance peuvent constituer un frein à la libération de la parole, parce que dénoncer, c'est prendre le risque de perdre l'aide au quotidien et de se retrouver dans une situation de vulnérabilité encore plus forte. Et quant à la reconstruction par le sport, sur le fond, l'idée est intéressante, mais encore faut-il pouvoir trouver un club inclusif et accessible à ces mêmes personnes en situation de handicap très isolées. Et donc, c'est la double peine pour ces femmes, parce que c'est un moyen de reconstruction en moins. Et même si on a vu que dans le film, il y avait d'autres façons de se reconstruire, et heureusement, et merci d'y avoir pensé, par l'art, par tout ce que vous voulez. Merci. Merci. Merci infiniment de votre témoignage qui témoigne de la vulnérabilité. Je vous en prie, Vanessa. Oui, du coup, j'étais attentive à ce que vous disiez. Vous connaissez Marie Rabatel ? On la connaît parce qu'APF France Handicap est proche de ces associations-là, mais oui, effectivement, j'ai entendu parler d'elle. D'accord, parce que je me permets de vous dire, essayez peut-être de rentrer en contact avec elle. C'est une femme qui est extrêmement active, justement, par rapport à toutes les violences que peuvent subir des personnes handicapées ou des viols. Et je l'ai vue il y a encore 10 jours, dans une soirée où justement on se bat contre la prescription. Et je pense sincèrement que c'est quelqu'un même qui peut vous aider à vous diriger vers soit des associations qui s'adaptent aux personnes qui sont handicapées ou qui accueillent des personnes justement de manière inclusive. Vraiment, Marie Rabatel, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est pour ça que je me permets de vous le dire. Je vous en prie. Laurence, vous voulez aussi rebondir ? Simplement par rapport à la spécificité aujourd'hui, on a tout à fait conscience à l'échelle du mouvement du sport, et même je pense qu'il y a du fait qu'il y ait les Jeux paralympiques, c'est la première fois que la France accueille les Jeux paralympiques. Il y a une vraie volonté de pouvoir former plus d'enseignants dans les clubs pour accueillir les personnes en situation de handicap. Donc il y a cette volonté. De plus, aujourd'hui, jusqu'à présent, Rada, tu me dis, mais les maisons des femmes sont ouvertes. Moi, ce que je regrette, et je l'ai dit à mes amis, à Mika Jérémiaz, à Marie-Amélie, aux personnes performantes, à Arnaud Assoumani que je vois tout à l'heure, je leur ai dit, faites du bruit, les amis. Eux-mêmes, déjà, pour rendre la pratique accessible en étant en situation de handicap, ils font un max. Mais en plus, je leur ai dit, je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que nous, on n'a pas ces personnes-là ? Moi, pour l'instant, sur les séances et les enseignantes qui sont dans la maison des femmes, on n'a jamais une personne en situation de handicap qui est venue pour se faire accompagner dans ces structures. Donc c'est un vrai sujet. Après, la spécificité, c'est la force de l'activité physique adaptée. Ce qu'on fait, je pense, même Olivier en escrime, ou ce qu'on peut faire en karaté, c'est adapter. Donc ça veut dire aussi qu'une personne dans ce cadre-là est aussi bien accueillie et bien sûr est la bienvenue. Encore faut-il qu'elle sache que les structures sont là pour elle. Merci. On reprend peut-être on va prendre plusieurs interventions avant de donner la parole. Merci. Un énorme merci à toute cette équipe. Franchement, je ne suis pas réalisatrice. Il m'avait fallu trouver des actrices et des acteurs aussi. On ne pouvait pas trouver mieux, vraiment. C'est un merveilleux outil pédagogique. Vous parlez des lycées, les collèges aussi, sincèrement. Je suis enseignante de PS de métier. J'ai enseigné 25 ans dans l'Académie de Créteil, dont 20 ans à Bondy, dans une cité scolaire.
J'ai accueilli, maintenant je suis à la direction nationale de l'UNSS, Fédération du sport scolaire, et la référente des violences sexuelles dans le sport. D'où ma présence. Mon directeur m'a demandé de le représenter. J'aurais bien aimé venir avec lui, parce que ce n'est pas qu'une affaire de femmes, mais il ne pouvait vraiment pas. Donc je l'en excuse, mais je vais vraiment lui parler de ce que j'ai vu, ressenti. Vous parlez d'une BD. Cette BD, il faudrait qu'elle soit dans tous les CDI, dans les collèges et les lycées. Les enfants, je pense à des enfants qu'on a accueillis à Bondy en classe d'accueil non francophone, qui parfois arrivaient dans des situations avec les parents sans souci, c'était pour un travail, il n'y avait pas de problème. D'autres fois, des enfants placés. Quand on est obligé, je le dis, j'en suis fière après tout, d'être obligée en tant qu'enseignante de cadenasser l'inspection académique de Bobigny pour obtenir un poste d'assistante sociale et d'infirmière. Bon, c'était il y a 20 ans, 25 ans, je ne sais plus. Mais on n'avait pas le choix. Et on a obtenu gain de cause. Alors, j'en suis pas fière parce que c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Mais sincèrement, ce que vous offrez ce soir, parce que c'est un cadeau pour moi, c'est aussi, pas que pour les femmes, mais pour ces adolescentes-là, et le rôle qui a été incarné sur cette jeune, avec la violence qui ressortait, avec l'alcoolisme, avec l'amour violent, son compagnon a tout compris, et on sentait la détresse, il voulait l'aider, mais l'amour pas comme ça. Et il l'a protégée vers la fin. Et ce rôle aussi de garçon, d'homme, et je parle là, je vois des jeunes femmes face à moi, c'est important aussi. Faire confiance à l'entourage, on ne peut pas s'en sortir seul. Voilà. Je suis désolée, j'ai un peu... mais c'est un message d'espoir. Et soyons confiants, tous les métiers peuvent être attentifs. Le métier de prof de PS, le nombre de cas qu'on a détectés et le nombre de ceux pour lesquels on est passé à côté. Mais voilà. Il y a une vraie question sur la formation La des formation des personnels, enseignants, on parle des entraîneurs de club, et les enseignants de PS, le club, il faut déjà aller au club. Les enseignants de PS, logiquement, de la 6e à la 3e, ils doivent systématiquement voir tous les enfants d'une tranche d'âge, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous, merci. Vous aviez une personne devant vous ? Ouais. Bon, peu importe. Ouais. Moi, je voudrais juste vous remercier parce que je me suis retrouvée dans les deux personnages. J'ai vécu exactement les mêmes choses et j'ai jamais été reconnue comme victime. Donc, j'ai jamais autant pleuré. Je me souviens, j'ai vu ce téléfilm sur TF1, il me semble, il avait été diffusé pour un film. Du début à la fin, j'étais en larmes. Je suis émue, ça se voit, c'est un petit peu compliqué. J'ai été sur différentes scènes, j'ai essayé de contenir mes larmes, mais c'est un petit peu compliqué. Ce film, il aide les femmes à accepter qu'elles sont victimes, même si la société, même si la famille ne les reconnaît pas, même si la justice ne les reconnaît pas. Ça a été mon cas. C'est un combat permanent. Donc c'est pour ça qu'en effet, il faut sensibiliser les jeunes. Il faut aussi sensibiliser les hommes. Et je fais le parallèle avec ce film, avec « Je verrai tous vos visages », la justice restaurative. Je pense qu'il faut aussi mettre les hommes face à leur responsabilité. Ces coupables-là qu'on ne nomme pas, que la justice parfois protège, que la justice parfois ne condamne pas, faute de preuves. Moi, je n'avais pas assez de preuves et pourtant, mon corps, mon cœur, mon âme les subit tous les jours. Mais je me lève et j'ai créé une association et j'aimerais en effet vous accueillir sur mon périmètre d'action. Et je pense qu'il faut, parlementaire, on a l'Assemblée nationale, je pense qu'il faut alléger en tout cas la charge de la preuve dans le système judiciaire, parce que je vous assure que c'est un combat. Déjà on combat nous-mêmes sur le fait qu'on est victime, qu'on doit se protéger. Je suis maman, donc il faut aussi que je protège ma fille sur ce qu'elle peut subir. Mais je vous en supplie, allégez-nous pour le combat qu'on a à faire sur la justice. Voilà. Merci, madame. Je crois que... Est-ce que je peux rebondir, s'il vous plaît? Est-ce que je peux rebondir? Je vais finir les questions. Ah, pardon, parce que allez-y. je gère le timing et du coup, voilà. Je voulais juste te dire que du coup, le sort d'armes se déroule aussi dans la salle. On va finir les questions, puis après, vous rebondirez tous, si vous permettez. Madame? Merci. Du coup, après ce que vous avez dit, c'était juste effectivement pour revenir au film lui-même et
et au côté espoir qu'il donne, parce que d'abord, effectivement, vous avez choisi l'angle qu'il fallait, c'est-à-dire après les violences, et comment on y va, et comment on peut se reconstruire, et comment on peut réparer, et comment on peut continuer à avancer et à se remettre debout, etc. Ça, c'est très important. Je suis militante pour les droits des femmes à l'international, mais voilà, les violences, elles sont partout sur la planète, que ce soit conjugal, que ce soit les violences de guerre, etc. C'est la même chose. Ce qui se passe, c'est quand même des violences masculines sur des femmes, et on ne le dit pas assez, on dit les violences subies par les femmes, mais subies à 90 ou 95% par des hommes. Donc, la violence masculine, il faut le dire. Et on ressent dans votre film cette sororité que vous rappeliez, Chloé. Mais cette sororité, c'est vraiment là, c'est passeur d'armes, c'est une arme de paix. C'est-à-dire que je pense que dans une société comme la nôtre, où il y a une brutalisation extrême, peut-être que si on visibilisait davantage la sororité, ça ferait par vase communicant un peu baisser les violences masculines. Voilà. Et ça serait une société plus paisible et plus bienveillante dont on a besoin. Merci. Mais pardon, je peux dire un petit truc ou pas? Non, je passe encore la parole. Ah, ok, d'accord. Pardon. Après, je vous donne toute la parole à tous pour boucler, parce que je gère le temps. J'ai Anne-Laure Catelot, ensuite une dame ici, ensuite une dame là, et on bouclera, et chacun d'entre vous à la tribune, vous direz un petit mot. Bonsoir, j'ai été extrêmement touchée par votre film, forcément. Le terme est vraiment le bon. J'étais députée de Sambre-Avesnois, ce territoire effectivement qui maintenant est marqué par ce nom de série et par l'histoire absolument incroyable, réelle et si proche dans le temps. Et ce qui a été le témoignage retracé à travers la série est réel. Ça s'est passé dans ce commissariat et le territoire en parle. Voilà. Donc je voulais vous dire, la portée d'un film, la portée d'une série, c'est aussi de réveiller des souvenirs et après de provoquer de l'action. La deuxième chose que je veux dire, c'est merci en tout cas de toute cette volonté de toucher les jeunes, de partir de la base, de partir des collégiens, des lycéens. Beaucoup d'adultes, et on le voit même dans la salle, ont vécu des choses où ces images leur font traverser des périodes de leur vie ou de leurs proches. Je pense que le monde des entreprises doit aussi être mobilisé. Et des entreprises, mais aussi des lieux de travail. Et je suis persuadée que si ce film pouvait être diffusé parfois à l'hosto pour toutes celles qui travaillent à l'hôpital dans des moments hyper difficiles, où elles sont dans des tunnels de vie professionnelle, des tunnels de vie personnelle, où elles ne pensent pas justement à elles-mêmes, voilà, dans des entreprises où justement on est dans sa carapace de vie professionnelle, de vie familiale, etc. Je pense que ça ferait aussi du bien. Donc je ne sais pas comment on peut faire sauter ce petit verrou-là très intéressant, mais des femmes qui ont l'air d'aller bien et qui foncent dans la vie, il faut qu'elles appuient sur pause et qu'elles vous regardent. Voilà, merci. Merci. Madame, vous vouliez dire un mot? Bonsoir et merci beaucoup pour ce film qui était effectivement très émouvant. Je peux juste le redire également, assez bouleversant. Mais je trouve aussi que ce film est extrêmement passionnant parce qu'il n'est pas manichéen. Et c'est-à-dire que je pense au personnage de Mélanie, par exemple, dont on se demande si elle va y aller ou pas. Moi, à un moment donné, je me dis, quand ils font le pique-nique, je me dis, mais quand même, elle exagère de partir en courant. Il a l'air plutôt sympa, son compagnon. Donc, je pense qu'il n'est pas manichéen, il est assez ambigu. Je pense aussi au personnage de Chloé, où sa maman lui dit, mais tout ça, c'est des trucs d'enfants, etc. Et c'est à la fois assez vrai. C'est assez vrai, mais c'est pas facile de se défendre de tout ça. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, non seulement il est bouleversant, mais extrêmement subtil. La dernière chose que je voudrais dire, parce que le temps passe, c'est la dimension sport. Ça, je trouve ça vraiment, je dirais, la partie la plus révélatrice de ce film. C'est une banalité, mais il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine. Je crois vraiment que si on parle de femmes et sport, dans le cas de plein de choses qui vont être diffusées dans la campagne des Jeux Olympiques, il faut absolument montrer ce film. Là aussi, c'est pas miraculeux, on voit bien. Ça tâtonne, il y a des échecs, mais je trouve que vraiment le rôle du sport pour accompagner les femmes,
ces femmes-là victimes de violences, mais d'autres encore dans la vie, c'est vraiment un bon levier pour lancer la discussion et pour mettre l'accent là-dessus, où on sait, bon, j'ai pas les chiffres, mais sur l'accès au sport, l'accès aux espaces sportifs sont moins faciles pour les femmes. Je trouve que c'est un super levier. En tout cas, bravo, c'est magnifique. Merci Bravo. à vous. Plus que 2 interventions dans la salle. Madame. Oui. Je peux Merci. J'avais en fait des questions à poser à Laurence Fischer. Connaître un peu le nombre de victimes que vous avez accompagnées au sein de votre fondation. Et connaître... j'ai oublié la question, pardon. Et savoir si en France, on était prêt à considérer le sport comme un outil de reconstruction de soi et du corps. Est-ce qu'on a cette capacité encore dans les mentalités d'accepter de considérer le sport comme un outil de reconstruction? Et je vous rejoins sur la corrélation corps-esprit. On ne peut pas dissocier le corps de l'esprit. C'est d'ailleurs Merleau-Ponty qui disait « nous sommes des corps ». Voilà, merci. Merci, madame. Merci beaucoup, vraiment bravo pour ce film. J'ai une pensée pour un acteur dont on n'a pas parlé ce soir, c'est Léo. Et c'est cet enfant, parce que je trouve que finalement il a un rôle clé dans le film. Et en plus, il pose cette question de, bon, ok, la maman elle va avoir la garde de l'enfant, mais rien n'est fini pour lui. En fait, c'est un début. L'aide psychologique, il va falloir qu'elle dure pendant longtemps, etc. Et voilà, donc je voulais qu'on pense à tous ces Léos et que dans toute aide qu'on peut apporter, on réfléchisse à comment on peut mieux être près des victimes par ricochet. Merci qui sont infiniment. eux-mêmes des victimes. Heureusement que vous avez fini les interventions parce qu'il fallait absolument pas laisser la parole aux enfants. Vanessa, donc je vous propose de conclure tous avec un petit mot peut-être chacun des intervenants. Vous vouliez réagir, Vanessa? Oui, alors déjà, merci pour votre témoignage, merci. Je voulais vous dire que là, il y a pas mal de jeunes devant moi. J'ai envie de dire ce que Diata dit à chaque fois quand on présente le film. Apprenez par cœur la notion du consentement. C'est essentiel, d'accord ? Et par rapport à votre enfant, transmettez-lui que son corps lui appartient. J'ai une fille aussi, on peut y arriver, d'accord ? Merci. Merci infiniment. Chloé, vous aviez envie de rebondir? Non, mais du coup, après, je voulais rebondir sur le moment. Mais non, je voulais quand même, déjà, merci pour votre témoignage. Je trouve ça hyper important de parler. Et moi, je trouve que justement, ce film, il m'a fait grandir parce que ça m'a fait sortir un peu de ma petite bulle, de ma petite life tranquille et de rencontrer des gens qui vivent des choses et à quel point la parole, elle est hyper importante. Et je voulais aussi rebondir sur ce que vous disiez. Il y a quand même un truc, c'est vrai que c'est très, très difficile aujourd'hui en tant que victime de ne pas être reconnue par la justice. Et je pense que tant qu'on vit, parce qu'il y a des associations, il y a des gens qui vivent pour aider les autres, et il y a énormément de belles choses qui sont créées autour de ça, mais quand même le point final, c'est d'être reconnu par la justice. Et je pense que tant que ce point-là ne sera pas résolu, ou qu'il va y avoir des vraies prises de décision, les choses, elles avanceront certes pour soulager les douleurs, mais elles les guériront jamais totalement. Et donc je pense que ça, c'est quand même un des points clés à résoudre. Et une deuxième chose où je voulais répondre aussi, moi j'ai la chance d'avoir un papa super et un mec chambé, mais je pense que quand même la clé aussi, c'est d'éduquer les garçons, parce qu'on a peur de dire que... Et évidemment qu'on n'est pas là pour dire « ouais, tous les mecs sont des connards », mais on a quand même... Il faut aussi placer les mots et que quand même, l'air de rien, les agressions, elles viennent des hommes. Et qu'il faut éduquer les garçons, il faut éduquer les parents. Il faut apprendre dès le plus jeune âge. Et ça serait trop chouette. Et je sais qu'il y a plein d'écoles, je sais en Suède qu'ils le font, où dès le plus jeune âge, justement, ils apprennent... en Finlande, je sais plus, mais l'empathie. Et en fait, je pense que si, dès le plus jeune âge, comme vous disiez par rapport à Léo, et c'est important de parler de ça, qu'est-ce qu'on en sait qu'aujourd'hui, Léo, peut-être dans cette situation, il est victime, mais qu'il ne va pas finir par devenir agresseur, parce que c'est aussi souvent le cas. Et si on ne prend pas le problème à la racine, ça ne sera jamais résolu. Et je pense que, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais en tout cas, merci. Mais en tout cas, franchement, merci. C'était cool de finir cette journée par ça, parce que
c'est chouette de parler de ces sujets, c'est trop important. Merci et de votre présence, Chloé. Avec Laurence. grand plaisir. Je te rejoins totalement hein, sur le fait que les violences, je crois que c'est Françoise Héritier qui a beaucoup travaillé dessus, sur la genèse. Après tout, on vit aussi dans une société patriarcale, donc c'est un vrai mal. Mal de trouver la solution. En tout cas, oui, pour répondre à votre question, et merci, je pense qu'on est à peu près, on est aujourd'hui on fait un travail de dentelle, ça veut dire que c'est 10 femmes qui viennent toutes les semaines, qui viennent une fois par semaine, autant qu'elles le peuvent et qu'elles le souhaitent dans leur parcours de soins toute l'année, donc si elles restent sur 2 ans, c'est 2 ans. Et on doit être à peu près, aujourd'hui, comme on est dans 13 structures Maison des Femmes, on est sur l'année 2022 à peu près à 1000 femmes à peu près qui sont venues. Ça ne veut pas dire qu'elles restent systématiques, qu'elles font leur parcours en entier, mais elles viennent. Plus le Congo aussi, c'est 45 lits. Et les femmes, par contre, c'est pas de l'accueil, elles sont hébergées. Voilà, je crois que j'ai. Et puis non, mais merci beaucoup, ça fait du bien. Merci de votre commentaire. Merci à Rada, merci de m'avoir permis de témoigner. Et voilà, le combat continue. Merci à vous, Mélanie. Vous voulez peut-être dire quelques mots? C'est difficile parce qu'il y a de très belles choses qui ont été dites. Je voudrais juste tirer mon chapeau à toutes ces associations, à toutes ces personnes qui dédient une partie de leur vie à l'écoute, à la reconstruction, comme Olivier, comme Laurence, comme Rada, que c'est primordial. Et grâce à ces associations et à ces personnalités, ça fait bouger des choses. C'est entendu par des personnes qui ont du pouvoir. Et il faut que ça continue de bouger. Il y a encore du chemin à faire. Mais vraiment, bravo à toutes ces personnes. Merci infiniment. Rada, quelques mots? 2 petits points. Tout d'abord, le consentement, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. C'est compliqué pour une victime de savoir si elle était consentante, pas consentante, dans une zone grise. Est-ce qu'on avait de l'emprise sur elle, du pouvoir? Est-ce qu'elle pouvait dire non? Donc, je pense que ça fait aussi reposer beaucoup sur la victime. Et il faut faire attention avec le consentement. La deuxième chose, les enfants, oui, bien sûr. La santé mentale de nos enfants est vraiment préoccupante. Et les moyens pour la prendre en charge en face n'y sont pas. Donc ça, c'est un appel aux politiques. On ne peut pas rester comme ça avec des enfants qui vont de plus en plus mal, avec 40% de tentatives de suicide en plus chez les adolescents. C'est un scandale sanitaire. Merci, Alexandra. Alors, Olivier m'a dit qu'il ne voulait pas forcément... Si, du coup... Si. Oui. Non, comme tout le monde a dit, c'est, je pense, c'est une histoire de positionnement, de relation l'un envers l'autre. Et nous, en gros, dans l'escrime, pour donner une définition d'escrime, on peut dire que c'est l'art de maîtriser les distances. Les distances, c'est les limites entre les deux personnes, quoi. Donc vraiment insister sur le positionnement des êtres les uns envers les autres, les hommes envers les femmes, et savoir poser ces distances, respecter les limites et les distances de chacun. Merci. Alexandra. Alors déjà, première chose, ce film, il est fait pour vous, pour tout le monde. Je n'arrête pas de le crier sur les toits, donc vraiment n'hésitez pas à venir me demander. On vous enverra le mail. Je le fais vraiment pour tout le monde, mais encore une fois, il faut respecter le fait qu'il faut être accompagné de quelqu'un qui sache répondre. C'est très important. Vraiment, j'insiste là-dessus. Évidemment, tout a été dit. Ce que j'aimerais dire, c'est que quand j'ai fait le film dans une toute petite ville qui s'appelle Anduze, vraiment un tout petit village, et je me rappelle le producteur Philippe Boiffard, il m'a dit ton histoire là d'association dans un endroit, mais t'es sûr qu'il va y avoir des associations? Et je lui ai dit écoute, viens voir. Et dans ce village, il y avait plein d'associations. Et en fait, je me suis rendu compte, on a des associations, il y a des gens qui peuvent vous aider partout, mais partout. On est une France incroyable. Enfin, on se critique tout le temps, mais nous sommes une France très généreuse. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de gens bénévoles, il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui sont prêts à vous aider. Et ça, c'est important de le dire à toutes les victimes, même dans les tout petits villages. Il y a des gens qui sont là, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner. Parce que c'est difficile de prendre cette décision-là. Après, effectivement, comme vous disiez, il y a toutes ces associations, il y a toutes ces personnes qui se battent, qui sont bénévoles, qui passent un temps dingue pour aider. Maintenant, il faut aussi que la justice, elle les aide parce qu'elles ne peuvent pas être seules. On a besoin de choses concrètes parce qu'on ne peut pas laisser que les associations, on ne peut pas compter que sur le bénévolat et les associations et dans les lycées et dans les collèges et laisser les profs
donner des cours et d'aider, etc. Il faut aussi que la justice, elle prenne en main les choses et qu'elle réponde aussi aux attentes quand même des associations, parce que sinon, ben, c'est toujours que dans un seul sens. Et évidemment, le combat est beaucoup trop long et trop difficile. Donc voilà, et merci encore d'avoir été là. Et n'hésitez pas à venir me demander le lien du fond. Merci. Il me revient peut-être à vous témoigner de deux choses, deux initiatives. On est dans le temple de la loi, ou en tout cas, voilà. Donc, vous dire qu'au sein de la délégation du droit des femmes, on travaille actuellement sur cette mission femmes et sport, accessibilité, et que votre témoignage va certainement inspirer aussi la notion de l'inclusivité pour le sport, madame. Donc, j'y serai attentive. Vous dire aussi que je crois qu'on est à l'aune d'un changement de paradigme dans les relations entre les hommes et les femmes. La notion du consentement, Rada, au revoir Chloé, merci infiniment, impose pas vraiment de... impose pas seulement de travailler sur cette relation entre les hommes et les femmes, mais surtout sur une partie éducative pour les hommes, voilà, et pour les jeunes. Voilà. Et je crois que cette notion de travail, du consentement, dans notre délégation, nous sommes saisis du sujet sur lequel on va travailler sur ce que pourrait devenir la dimension pénale à travers toutes les discussions qui sont à l'Europe. Voilà. Merci infiniment Moi, juste pour ce temps-là. Un petit truc, pardon, excusez-moi, à rajouter, parce que il y a beaucoup de femmes, je trouve ça formidable, mais c'est quand même toujours pénible qu'il y ait très peu d'hommes qui viennent. C'est quand même dingue, parce que dès qu'on parle d'un truc de femme, tout de suite, il n'y a plus d'hommes. Alors, exactement, mais c'est ça qui est dingue, c'est que dès qu'on marque les combattantes, un truc de femme, les mecs qui font waouh, allez, elles vont encore se plaindre. Enfin bref. On va y non, arriver. Mais et juste pour un truc, parce que vraiment, pour avoir baladé le film partout, il faut montrer ce film aux hommes. Parce que honnêtement, dans toutes les salles, et à chaque fois, c'est pareil. D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé avec Karim. J'ai dit, tu vas voir, les premières questions, en règle générale, c'est souvent les hommes qui les posent. Et c'est vrai. Et je vous assure que, honnêtement, j'ai vu des choses, parce qu'il y a des hommes qui sortent de là, qui, après ce film, c'est pas pour faire genre par rapport au film, me disaient, mais en fait, je me rendais pas compte que c'était aussi violent, en fait, ce que les femmes subissent. Et il faut que les hommes voient ce film, parce qu'il n'y a pas de raison, ils y vont toujours un peu à reculons, et une fois qu'ils voient le film, ils sont souvent presque parfois beaucoup plus émus que les femmes, et donc c'est pour ça que c'est quand même un film qui ne concerne pas que les femmes, mais qui concerne effectivement la société. Alors Voilà, vous c'est repartez sur ce que avec un j'arrête. challenge extraordinaire. Non seulement vous avez tous à distribuer et à faire visionner ce film, mais en plus avec le challenge de dire il vous faut un public paritaire. Merci infiniment. Ouais, merci à vous. Merci beaucoup.